Ok, bonjour tout le monde. Alors, ça risque d'être probablement la dernière vidéo que je vais faire avec vous autres. Aujourd'hui, on va aborder finalement les fonctions transcendantes. Donc, euh, le plan de match, en fait, c'est que pour la première fois depuis le début de la session, je vais devoir abandonner le manuel. C'est qu'on n'aura pas le temps d'aller en détail pour voir tout ce qu'il faut voir sur ces fonctions-là. J'ai songé à l'abandonner complètement, ce chapitre-là, et juste vous donner le devoir. Par contre, je me suis dit, certains d'entre vous vont continuer à faire des maths, et il y a des trucs importants quand même qu'il faut voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer de vous donner le minimum de connaissances nécessaires pour être capable de faire, de continuer d'avancer dans votre parcours. Donc, dans le fond, on change de fonction encore une fois, mais toutes les choses qu'on a à voir, c'est pareil. Donc, avec les fonctions transcendantes, ce qu'il faut voir, on a la notion de limite, on a la notion de continuité. Après ça, on a la dérivabilité, on a les dérivés. Une fois qu'on a ces trois outils-là, on peut les appliquer pour faire des applications. Donc, on peut par exemple tracer les graphes avec des fonctions transcendantes. Et on a des applications plus concrètes, par exemple optimisation et trouver des extrémums. Donc, ça c'était le plan de match. On va faire des croix sur certains sujets, en particulier, ça, on ferme ça. Par exemple, j'aurais pu vous donner une fonction e à la x fois x au carré sur racine de 2 fois ln de x. Ça, c'est une fonction transcendante et j'aurais pu dire fais l'étude complète de cette fonction-là. Je ne vais pas faire ça. Donc, ça ne sera pas au sujet. Ici, je triche un petit peu. Il va y avoir dans l'examen final une petite question d'optimisation. Ça va être une fonction très simple. En fait, pour optimiser, essentiellement, on trouve tous les points critiques sur un intervalle AB. Après ça, dans le fond, si on veut optimiser f sur un intervalle AB, là, si je résume de façon extrêmement vulgaire, on trouve les points critiques de f sur cet intervalle-là. Après ça, on évalue f de A, on évalue f de B. On va dire point critique. On peut supposer qu'il y en a plusieurs. C1, C2, C3. Et là, on peut vérifier s'il s'agit de minimum ou de maximum. Puis après ça, on compare f de C1, f de C2, f de C3. Ça, c'est tous nos candidats pour la fonction pour le chiffre optimal. Et là, on compare toutes nos valeurs qu'on aurait. Ici, j'ai arrêté à 3, c'est un peu arbitraire. Il peut y en avoir une, il peut y en avoir 0, il peut y en avoir 10. Mais on compare les valeurs, les extrémums relatifs et les bornes. Et on choisit là-dedans la valeur qui optimise selon le contexte, si on veut minimiser et optimiser. Donc, ça, vous allez être capable de le faire facilement si je vous donne quelque chose de plutôt simple. Donc, il va y avoir ça à faire, mais on ne le verra pas ensemble et je suis assez confiant que vous allez être capable de le faire. Sinon, vous m'écrivez un courriel, je vais vous donner des indices supplémentaires. Puis là, si on revient dans le plan de match, ici, les limites, il peut aussi avoir des calculs des limites, genre, je vous demande la limite quand x tend par exemple vers l'infini d'une fonction comme log en base 3 de x, le tout multiplié par 4 exposant x divisé par e exposant x au carré. Fait que là, on aurait pu aborder ce genre de questions-là. Là, après ça, il faut savoir est-ce que c'est une forme déterminée, indéterminée. Il faut faire des manipulations algébriques pour rendre ça
sous une forme qu'on connaît, et finalement, on peut se poser la question, est-ce que ça donne infini? Est-ce que ça nous donne un chiffre concret, par exemple L, élément de R? Tout ça, ici, je vais le sauter. La raison, c'est que ceux qui vont continuer à faire des maths, vous n'allez pas avoir des limites vraiment bizarres et super compliquées à prendre. Vous avez déjà, je pense, bien compris le concept de limite. Donc ici, ce que je vais faire, il va y avoir une question à l'examen final sur les limites, mais ça va être intuitif. Donc il va y avoir des graphes avec des fonctions algébriques, des fonctions transcendantes, pardon, et il va falloir que vous soyez capable de trouver des limites, mais il n'y aura pas de calcul, donc pas de calcul. Je peux écrire ça ici, pas de calcul. Pas de calcul de limite avec des fonctions transcendantes. Continuité, ça c'est pas bien difficile. Les fonctions transcendantes, en fait, ça va être des fonctions usuelles, non définies par partie. Usuelles, non définies par partie. Et bien, qu'est-ce qu'on sait là-dessus? Ils vont être continus. S'il faudrait que je mette un S, une fonction usuelle continue sur leur domaine. Donc, en fait, la question qu'il va falloir se poser, c'est quoi le domaine de chacune des fonctions transcendantes? Il va falloir répondre à cette question-là, mais une fois qu'on sait le domaine d'une fonction transcendante, on va savoir qu'elle est continue sur son domaine. Donc, continue sur le domaine. Et je ne vous donnerai pas là, des fonctions définies par partie. Je pourrais vous donner, par exemple, f de x, et là est égal à e à la x si x est plus petit que 0. Je pourrais vous dire que c'est égal à 1 plus log de x au carré si x est, par exemple, entre 0 puis, si je veux que ça soit bien défini, si x est entre 0 puis on va dire 5, et finalement on pourrait mettre même avec des fonctions algébriques, donc racine de, je sais pas, j'invente là, c'est juste pour vous donner un exemple, je pourrais vous donner ça, si x est plus grand que 5 ou égal à 5, et là je vous donne cette grosse fonction là, et je vous dis déterminez-moi le plus grand domaine de continuité. Donc la seule différence ici, c'est qu'on a des fonctions transcendantes qui apparaissent, mais vous avez fait ça en devoir. Je considère que en termes conceptuels, il n'y a pas de nouvelles matières, c'est juste qu'il y a des nouvelles fonctions qui viennent un peu modifier les choses. Fait que je ne vais pas évaluer ça. Donc, la continuité qu'on aura à voir pour ce chapitre-là va se résumer essentiellement à est-ce que tu connais le domaine de définition d'une fonction transcendante? Et si oui, ben, elle va être continue partout sur son domaine. Donc, c'est ça. Et je ne vais pas vous donner non plus des fonctions transcendantes super bizarroïdes. Et là, vous devez travailler fort pour trouver le domaine de définition. Donc, les domaines de définition vont être très, très simples et évidents. Bref, genre, on peut quasiment faire une croix là-dessus. C'est juste, c'est pas quelque chose, je vais le mettre en parenthèse plutôt. Donc, on va le voir, on va le survoler. C'est pas un point sur lequel je vais insister. Ce qui est important, par contre, c'est les dérivés. Parce que ceux qui vont faire calcul intégral, vous allez avoir besoin de connaître, par exemple, c'est quoi la dérivée de e à la x, la dérivée de ln de x, la dérivée de sinus de x. Donc ça, c'est toutes des fonctions transcendantes. Et c'est sûr que vous allez tomber au moins sur ces trois fonctions-là ultérieurement dans votre vie. C'est des fonctions qui apparaissent dans toutes sortes de modélisations, en physique, en économie notamment. Donc, dérivés, ça, je vais mettre un bonhomme sourire. C'est essentiellement le seul point que je vais insister. Donc là, pour la vidéo d'aujourd'hui, le plan de match, qu'est-ce que ça va être? Je vais commencer par présenter quelques fonctions. Je vais mettre un 1 peut-être. Présenter quelques fonctions transcendantes. Comme ça, au moins,
vous allez avoir des exemples en tête. Ici, quand je veux dire présenter, je vais vous montrer leur graphe, je vais leur montrer un peu comment ils se comportent, et c'est tout. Et on peut aussi parler de leur domaine rapidement. Et après ça, je vais vous donner directement des règles pour les dérivés, règles de dérivation. Donc, on ne fera pas non plus de dérivation à l'aide de la limite. On peut toujours le faire. Donc, la définition, par exemple, si je veux, là en ce moment j'ai en tête, si je veux dériver sinus de x, ben, la dérivée de sinus de x, formellement, qu'est-ce que c'est? Ça va être la limite quand h tend vers 0 de sinus de x plus h moins sinus de x, le tout divisé par h, et là, je dois calculer cette limite-là. À quoi c'est égal? Donc, ça, je ne le ferai pas. Je vais juste vous donner directement la règle de calcul pour sinus de x, donc pratico-pratique. Donc, en fait, j'ai l'anglicisme en tête, excusez-moi, je vais trimer, je vais réduire beaucoup le chapitre sur les fonctions transcendantes. Vous pouvez toujours aller voir dans le manuel. En fait, je vais sûrement répertorier quelques exemples et quelques exercices qui sont pertinents avec la matière que moi je vais sélectionner. Et il n'y a rien qui vous empêche de lire le manuel, surtout ceux qui ont du temps, ceux qui ont envie, mais vous n'avez pas besoin de faire une lecture systématique parce qu'il y a beaucoup d'éléments que je vais juste simplement passer sur silence. Donc, encore une fois, je me répète, le but de cette portion-là de la matière, ça va essentiellement de juste vous donner un minimum à ceux et celles qui vont continuer à faire des maths, possiblement calcul intégral ou des cours de physique, ou même les dérivés en économie. Je sais qu'il y a beaucoup d'économistes dans la classe. La fonction ln, en fait, ça c'est log à base e. On va voir ça formellement là, dans quelques minutes. Et la fonction e à la x, c'est des fonctions, la fonction exponentielle, fonction logarithmique, c'est des fonctions que vous allez certainement tomber dessus. Il faut être capable de les dériver, sinon vous allez être mal pris. Donc, en termes de concept, vous avez déjà tout vu ce qu'on peut voir. Donc, essentiellement, ça ne devrait pas être de la nouvelle matière, ça ne devrait pas être très difficile. C'est juste de voir, en fait, on va rajouter 3 règles de dérivation de plus. Ouais, c'est ça. Et même, en fait, on va voir dans le chapitre sur présenter quelques fonctions transcendantes. Ici, il manque un mot. Quelques fonctions transcendantes. Sur ce chapitre-là, je vais les présenter sommairement. Donc, je vous encourage, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, il y a même des pages web qui sont bien écrites avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'animations. Si vous voulez faire un peu de recherche, là, ici je vais écrire sommairement, brièvement. Donc je vous donne juste le minimum 101 pour au moins vous dire voici la fonction. Mais si vous avez le goût d'en savoir davantage, si vous avez l'impression d'être perdu un peu, si vous n'aimez pas prendre les choses pour acquis, vous voulez vraiment vous les approprier, à ce moment-là, je vous encourage de faire une petite recherche par vous-même ou lire le manuel tout simplement. Faire une petite recherche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, vous allez dans Google ou dans YouTube, vous écrivez par exemple fonction trigonométrique. On peut mettre un S à fonction. Et là, vous regardez quelques capsules vidéo sur des personnes qui vous éclaircissent d'où viennent les fonctions trigonométriques, comment les interpréter géométriquement et peut-être leur histoire, comment ils ont été inventés. C'est toutes des choses qu'on ne fera pas ensemble. Donc, sans plus tarder, allons-y. Donc, on commence avec la fonction exponentielle. Donc, la fonction exponentielle, qu'est-ce que c'est? Elle est de la forme f de x est égal à a de x
pour un a qui est plus grand ou égal à 0 et en fait, il peut être jusqu'à l'infini aussi. Des fois, on écrit ça comme ça, là, mais c'est juste pour dire qu'on a un nombre positif plus grand que 0. Et en fait, c'est pas bien compliqué qu'est-ce que ça fait. On peut s'imaginer avec un nombre, si x c'est un entier, par exemple, on peut l'écrire comme ça. Ça veut dire que x est un élément de 0, 1, 2, oups, je vais faire une virgule ici, jusqu'à tous les nombres entiers. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est juste, on a une machine, on donne un x, qu'est-ce qu'on nous ressort? On prend a, qui est un nombre, on peut s'imaginer, supposons, on peut prendre a est égal à 2 par exemple. Ça, c'est vraiment juste pour se fixer les idées. On met 2, x rentre dans la machine, il ressort ici, et là, ben, on peut faire différents cas. Donc, si x est égal à 4, ben, je rentre 4 dans ma machine, il va m'en sortir 2 à la 4. 2 à la 4, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. C'est égal à 4, 8, 16. C'est égal à 16. Et là, aussi, c'est que je peux rentrer n'importe quel nombre. Je pourrais rentrer, par exemple, 1,3. Donc là, ici, ça me ressort 2 à la 1,3. Là, c'est plus dur de s'imaginer c'est quoi. Essentiellement, c'est 2 multiplié un certain nombre de fois avec lui-même. Ici, je vais avec ma calculatrice. Si je suis capable. Donc ici, j'ai trouvé finalement 2 à la 1,3. Il va manquer des décimales là, parce que je ne pourrais pas toutes les mettre. Et là, ça continue. Donc on voit que ça, c'est un peu plus grand que 2. Donc c'est 2 multiplié, si vous voulez, presque un tiers de fois avec lui-même. C'est ce que ça nous donne. Donc ça, c'est juste pour se donner un sentiment de compréhension. Évidemment, ici, j'ai pris x éléments dans n. C'est vraiment pas obligé. On peut mettre toutes sortes de n'importe quelle valeur. L'idée, c'était vraiment juste de comprendre qu'on sait qu'est-ce que ça se passe quand on a un exposant entier. Et ben là, on peut étendre cette définition-là avec des trucs un peu plus bizarroïdes. Je pourrais mettre des nombres, je pourrais mettre pi par exemple, qui n'est même pas un nombre. Ça ici, c'est un nombre rationnel, mais pi, c'est un nombre qui se répète jamais. Donc 3,1415 et il n'y a jamais aucune répétition dans les décimales. Donc je peux faire 2 exposants pi. Donc là, maintenant, ce qu'on s'intéresse, en fait, peut-être la première chose, ce serait d'aller voir cette fonction-là, de quoi qu'elle a de l'air. Donc, maintenant, vous savez quoi faire quand vous voulez savoir de quoi qu'une fonction a de l'air. On va dans Google, on écrit Desmo, on commence à faire des graphiques. Ici, il y a même une fonctionnalité que vous n'avez peut-être pas découvert, je vais vous la faire montrer. Si j'appuie sur A, et là, je mets accent circonflexe X, ici, on me pose l'option Ajouter un curseur. Je clique sur A. Et là, on m'a ajouté un curseur. Donc, en ce moment, A, il vaut 1. Et ça, c'est le graphe de la fonction exponentielle. Dans le fond, où est-ce que A est égal à 1. Donc, ce qui se passe, c'est que ma fonction ici, A à la x, au final, c'est la fonction 1 à la x. On sait que 1 exposant n'importe quoi, c'est égal à 1. Donc, si je regarde ici, j'ai juste une fonction constante parce que ma fonction, elle mange des nombres réels, elle est définie partout. Ici, on peut déjà voir le domaine, c'est R au complet. Pour chaque valeur de R, je suis capable de le mettre, de définir un nombre. Ici, ben, donc, dans le fond, la fonction exponentielle, où est-ce que la base A est égale à 1, c'est pas très intéressant. Si j'augmente le curseur, là, déjà, on a une courbe différente. Ici, A est égal à 1,3. Donc, qu'est-ce qu'on a? Je vais
zoomer out un peu. Donc on a une courbe comme ça semble monter de plus en plus vers l'infini. Enfin, on voit que ça monte assez vite. Donc c'est le non exponentiel, c'est un taux de croissance qui est assez grand généralement. Ici, phénomène intéressant, en 0, ça passe par 1, parce que ça c'est 0, ça veut dire que j'ai donné 0, le point 0 à ma fonction, et 1,3 exposant 0, ben en fait c'est 1. N'importe quoi exposant 0, c'est 1. Fait qu'ici je vais bouger rapidement mon curseur, mais on voit que peu importe la base, si A il vaut 10, ça passe A, 10 à la 0, c'est 1, ça passe par 1. Et peu importe la valeur que je donne à A, ici, si A on revient à 1,8, ça passe encore par 1. Fait que toutes les fonctions exponentielles passent par le point 0,1. Par contre, ici, on est plus petit. Donc, ça vient de plus en plus petit. La raison, c'est que si je donne un nombre, je vais peut-être revenir ici dans mon truc rapidement. Je peux donner des nombres négatifs aussi. Si j'ai A exposant, mettons, j'ai donné moins 1. Ben là, ça fait 1 sur A. Donc, si A est plus grand que 0, ça ici, c'est positif, mais c'est aussi c'est plus petit. On peut prendre peut-être, on reste avec l'exemple concret 2. Donc, si j'ai 2, la fonction 2 à la x. Donc, si par exemple, j'évalue f en quelque chose de plus petit que 1, on pourrait mettre un tiers. J'aurais 2 exposant un tiers. Et 2 exposant un tiers, en fait, c'est plus petit que 1. Ça décroît. On va aller voir ça ici dans le graphe. Donc ici, on avait, en fait, on pourrait mettre 2 comme base pour prendre la même affaire que dans notre manuel. Donc ici, j'ai A qui est égal à 2. Si je fais exposant un tiers, donc on peut zoomer in un petit peu. Ça, c'est 0,5. Donc un tiers, il serait à peu près là. Et on voit qu'on a quelque chose qui est assez petit. Donc, quand on fait exposant des nombres plus petits que 1, on rapetisse. Et si je fais 2 exposant moins 10, ça devient quelque chose d'extrêmement petit. Oh, attention, je viens de faire une erreur niaiseuse. C'est pas ça du tout que je voulais faire. 2 exposant un tiers, c'est pas nécessairement plus petit que 1. Je vais dire moins 3 ici. C'est parce que je me suis devancé. Pardonnez-moi. Donc, f à la moins 3. En fait, ce que je voulais dire, c'est ici, on a le moins 3. Et là, on connaît qu'on peut mettre 2 à la 3. Et ça, c'est 1 huitième. Et ça, c'est plus petit que 1. C'est bien ça que je voulais faire. Donc, excusez-moi ceux qui étaient alertes et qui ont vu que je disais n'importe quoi. Donc, pour les nombres négatifs, en fait, c'est que l'exposant ici va être négatif. Donc, il va se retrouver au dénominateur quand je vais enlever le négatif. Et là, je vais toujours me retrouver avec 1 sur quelque chose. Et, par exemple, en fait, si x est positif, je pourrais même le faire de façon générale. A la moins x, c'est égal à 2 à la moins x. Et ça, c'est égal à 1 sur 2 à la x. Et là, plus le x ici va devenir grand, plus 2 à la x va devenir grand. Et ultimement, ben en fait, là, je suis en train de calculer une limite. Je dois aussi bien de l'écrire. Donc, quand x devient de plus en plus négatif, la limite de 2 à la x, en fait, avec notre raisonnement, ça va être égal, on pourrait même l'écrire comme ça, c'est une forme déterminée, ça va être 1 sur infini, et ça, c'est égal à 0. Donc, je répète l'argument, si je mets quelque chose de négatif ici j'assume que mon x à la base est plus grand que 0, donc moins x est négatif, je mets moins x dans ma fonction, je me retrouve avec 2 exposant moins x, je peux l'envoyer au dénominateur,
Et là, je donne 1 sur 2 exposant quelque chose. Et ce quelque chose-là, ici, il devient de plus en plus grand. Donc, 2 exposant un chiffre de plus en plus grand, ça devient de plus en plus grand. Et ben, 1 sur quelque chose de plus en plus grand, ça nous donne bien 0 ici. Donc, on va aller voir si notre limite, là, intuitivement, on est capable de la comprendre. Ici. Et effectivement, c'est ça qu'on voit. Si on a un asymptote horizontal en 0 à l'infini, à moins l'infini. On n'a pas d'asymptote horizontal de l'autre côté par contre. Quand on va de plus en plus grand, on fait juste monter de plus en plus, donc il n'y a pas de limite finie. Ouais, fait qu'on a quand même on a bien brassé la fonction, là, on comprend comment ça se passe. Il n'y a pas beaucoup d'autres choses à dire. Je pense qu'il reste un élément de réponse. Vous voyez que la fonction ne modifie pas trop. Plus que je prends des valeurs de a qui sont grandes, évidemment la courbe est plus à pic. Vous voyez ici, pour 1,2, ça croît. C'est pas super à pic. Mais dès que je prends des valeurs un peu plus grandes, ça devient très à pic. Si je prends 10, ça devient vraiment, vraiment à pic. Puis après ça, ça bouge presque plus. Et on pourrait s'imaginer que si je prenais 1000 comme base, en fait le A, là, je ne l'ai pas défini formellement, ça s'appelle la base. Là, ça monterait vraiment, vraiment vite parce que 1000 à la 1, c'est 1000, 1000 à la 2, c'est super grand, et 1000 pour des valeurs de plus en plus grandes, ça grandit vraiment vite. De ce côté-ci, en fait, ce que je voulais dire, je ne sais pas si mon curseur va être assez mince, si j'ai des valeurs plus petites que si je prends A entre 0 et 1, si on ne l'a pas investigué, oh, vous voyez ce qui s'est passé, je vais zoomer out un petit peu. Donc ici, j'ai A qui est égal à 1,3, A qui est égal à 2, ça me donne ça comme courbe. Soudainement, je vais retourner par exprès si j'ai A qui est égal à 1, on a notre ligne droite parce que 1 exposant n'importe quoi, c'est égal à 1, donc j'ai juste une belle ligne droite. Et là, soudainement, si je prends, mettons, A est égal à 0,9, là, la courbe, elle va de l'autre bord. On va essayer de comprendre pourquoi mathématiquement. Et si je prends des valeurs 0,7, 0,4, vous voyez, c'est la courbe, c'est comme une réflexion. C'est presque la même chose, mais de l'autre côté. Donc 0,2. Donc si je me tiens entre 0 et 1, j'ai un phénomène différent. Et là, je peux faire danser la courbe comme ça. Bing, bing, bing. Donc dès que en 1, je suis une ligne horizontale, entre 0 et 1, j'ai une ligne, en fait, je vais de l'autre côté. On va comprendre pourquoi. Puis là, je veux juste vous montrer qu'est-ce que Desmo il fait si je lui donne des trucs négatifs. En fait, je commence à avoir des pointillés. En fait, la fonction n'est pas définie. Il n'y a rien qui se passe. Donc, le domaine de la fonction n'est pas défini pour des valeurs négatives. Ici, je vais effacer un peu quelques de nos barbeaux. Ça ici, je trouve que c'est important. Donc, je vais le déplacer. Je vais le garder. Je peux même le mettre en blanc. Donc, il nous reste, on a presque fait le tour de la fonction exponentielle. Il nous reste deux petites choses là, à examiner. On veut savoir, ici, je vais mettre même le cas plus général. Et on avait pris cette limite-là, c'est vrai pour, en fait, A qui est plus grand que 1. On l'avait calculé avec 2. Mon argument est le même si A est plus grand que 1. En fait, voici ce qui se passe. Mettons, on prend A qui est entre 0 et 1/2. Si je récapitule rapidement, là, on avait vu, je vais faire mon graphe ici. Blanc. Donc,
ça, c'est l'allure de notre fonction pour a plus grand que 1. Ça, c'est le graphe de a à la x ici. Je vais faire des petites flèches. Et ici, ça passe par le point 1. Maintenant, on avait vu que si a est entre 0 et 1, le graphe, il fait plutôt quelque chose qui ressemble à ça ici. Donc, en prenant des valeurs de plus en plus positives, ça tend vers 0. Et en prenant des valeurs de plus en plus négatives, ici, ça c'est le graphe pour a entre 0 et 1. En fait, la raison, elle est quand même simple. Ah, je ne sais pas pourquoi j'ai mis une demi ici. C'est a entre 1. Je pense que, dans le fond, j'étais en train de me devancer. On va se faire un exemple concret. Si a est égal à une demi, donc j'ai ma machine, je rentre des x dedans, et elle me ressort du une demi à la x. Donc, allons-y pour un exposant entier, juste pour pouvoir examiner c'est quoi. Donc, par exemple, que je prends 2, je rentre 2 dans ma machine. Qu'est-ce que ma machine me ressort? Elle va me ressortir une demi à la 2. Ça, c'est le x ici. C'est lui qui bouge. Et là, le 2, il se distribue si on a a, b à la 2, fait même à la n de façon tout à fait générale. Je rappelle ça parce que je suis certain qu'il y en a qui ne sont pas encore à jour dans leur propriété des exposants, bien que ce soit un préalable au cours. Donc ici, je vais avoir 1 à la 2 au dénominateur, ça fait juste 1. En dessous, je vais avoir 2 à la 2, ça me fait 4. Et un quart, ben, c'est plus petit. Et là, si, mettons, je mettais, on va faire un autre. On va faire un autre. Par exemple, parfait, on peut prendre 3 tout simplement. Je rentre 3 ici. Je vais avoir une demi à la 3. Ça me fait, avec le même raisonnement, 2 à la 3. Et ça, c'est 1 huitième. Et 1 huitième, c'est encore plus petit. Donc, j'en conclus. Et là, j'aurais pu faire ça, par exemple, avec 2,67. Mais on prend des nombres entiers là, parce qu'on comprend mieux comment ça marche. Donc, ici, dans la fonction, qu'est-ce que je vois? C'est que si je donne des nombres de plus en plus grands, 2, 3, 4, 5 exposants, en fait, mon nombre il rapetisse. Donc, c'est ce que j'observe au début. J'ai un quart. Donc, en 2, ça vaut un quart. En 3, ça vaut un huitième. Puis, en fait, en 1000, ça va valoir, en fait, 1 sur A exposant 1000. Donc, on peut peut-être faire un petit calcul de limite ici. Ça, c'était un point. Ici, je vais mettre un autre point. La limite, quand x tend vers l'infini de a à la x. Ici, ça va être, je vais devoir l'écrire là, pour ici, on va avoir qu'est-ce qui se passe? Ça va être une forme déterminée. Puis en fait, ça va être la forme 1, ou en fait la forme k sur infini. Donc ça va être égal à 0. Et la raison, si on fait avec notre exemple où a est égal à une demi, en fait,
c'est limite quand x tend vers l'infini de 1/2 à la x. Ben, ça, c'est égal à la limite quand x tend vers l'infini. Je vais distribuer le x de 1 sur 2 à la x. Et là, ça ici, ça va de plus en plus grand. Donc, on se retrouve avec 1 sur infini, c'est égal à 0. Donc, c'est ça l'argument qui est ici. Donc, on a un comportement différent de la fonction exponentielle selon le signe de A. Et en fait, ce n'est pas défini quand c'est plus petit que 0. Essentiellement par convention. C'est parce qu'on ne sait pas comment ça se comporte. On ne peut pas généraliser de façon efficace le produit, par exemple, moins 2 exposant 3,1415, justement. Je ne sais pas comment bien définir ça. La raison, c'est que si j'ai moins 2 à la 2, ça c'est égal à 4. Si ça c'est pair, si j'ai moins 2 à la 3, ça c'est égal à moins 2 fois moins 2 fois moins 2, donc à moins 8. Donc l'exposant ici est impair, donc ça c'est négatif. Mais est-ce que 3,1415, est-ce que pi est pair ou impair? On n'a pas la notion de pair-impair pour ces chiffres-là. Et là, ça va être dur de savoir est-ce que ça c'est négatif ou c'est positif. Donc, je pense que c'est ça la raison. Je n'ai pas fait une recherche approfondie là-dessus. Si vous êtes curieux, je suis sûr qu'il y a des vidéos YouTube là, qui donnent des bonnes réponses à ça. Donc, on va juste s'en tenir à la convention que A il doit être plus grand que 0. Et on se rappelle, dans le fond, il y a un peu deux comportements, soit en 0 puis 1, ou bien plus grand que 1. Même en théorie, vous aviez déjà vu tout ce que je suis en train de dire là, donc c'est supposé être un rappel. C'est pour vous mettre dans le bain. Ici, dernier élément. En fait, vous allez même pouvoir oublier tout ce que je viens de dire parce que pour le reste du cours, là, je pourrais vous faire travailler sur les dérivés, mais comme j'ai dit, je veux couper à l'essentiel. Donc, on va considérer uniquement la fonction exponentielle suivante. Exponentielle, en fait, pour la base, A est égal à E. Là, vous allez me dire, c'est quoi E? E, c'est un nombre transcendantal. En fait, pi est très populaire. Les gens souvent s'amusent à mémoriser toutes les décimales de pi. On parle beaucoup de pi. Ça a une certaine attention. Mais le E, c'est un autre nombre transcendantal. Il est égal à 2,71 et je ne connais pas les autres affaires. En fait, je pense que c'est ça. On peut aller voir. On va utiliser Internet. Donc ici, j'écris What is the number I? E, c'est pour Euler, en fait. Et on va voir rapidement. Donc, ceux qui veulent le voir, vous avez votre vidéo ici. Je connais bien la chaîne Numberphile. Souvent, c'est des vidéos de bonne qualité. Donc, vous pouvez aller voir ça. On va aller voir Wikipédia très très rapidement. Donc, je veux juste avoir les constantes. Donc, ici, 2,71. Et là, il y a plein de chiffres. Il nous donne les 50 premières. Et ça continue à l'infini. C'est comme pi, donc il n'y a jamais, jamais, jamais aucune répétition. On peut prouver qu'il n'y a jamais aucune répétition. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas encore trouvé. Et nombre E est utilisé dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de branches de toutes les sciences. Donc, ça, c'est E. Ici, on nous donne l'évaluation, là. J'embarquerai pas là-dedans, mais c'est ça, ceux qui veulent savoir d'où ça vient. C'est très, très intéressant.
En fait, juste pour le fun, E est égal à la limite quand x tend vers l'infini. Donc c'est défini par une limite. Et c'est égal à la limite de 1 plus 1 sur x, le tout exposant x. Donc c'est une limite qui n'est pas facile à calculer. Si je vous demandais de calculer ça en examen, je pense pas que vous réussiriez, à moins que vous soyez à la maison et que vous ayez d'autres outils. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que lui, il grandit. Donc ça vient, ça tend vers l'infini. Ici, on a quelque chose qui est plus grand que 1, parce que c'est 1 plus un petit quelque chose. Donc, on peut dire 1 plus des poussières, exposant quelque chose qui est de plus en plus grand, ça va de plus en plus grand. Par contre, je peux le laisser, lui ici, il tend vers 0. Donc, éventuellement, on se retrouve avec 1 exposant quelque chose d'absolument grand. Ça va rester 1 pareil. Donc, c'est un peu ça le jeu qui se passe. Donc, cette limite-là, c'est une limite qui est finie. En fait, elle est égale, justement. Si vous calculez cette limite-là, vous allez trouver ce nombre-là. C'est comme ça que c'est défini. Même, j'avais assisté à une conférence. Les plantes utilisent ce nombre-là pour en fait, on peut retrouver cette constante-là en biologie aussi. Je ne me lancerai pas dans la vulgarisation d'une conférence que j'ai vue il y a quelques années. Alors, ça c'est E, et en fait, on va juste utiliser ça. Donc, ici, là, il y aura pas je ne vous poserai pas des questions avec des A. Notre base, ça va être toujours fonction exponentielle, ça va être f de x est égal à E à la x. Et ça, son graphique, dans le fond, on peut le voir, c'est notre graphique ici. Puis là, ben, ça va être une approximation, mais ça va être assez proche, 2,71. Ça, c'est essentiellement la courbe exponentielle. Ouais, donc c'est ça. Ça, c'est pour la fonction exponentielle. Donc, ce que vous allez avoir à vous rappeler, là, c'est de ça ici. On passe maintenant aux fonctions logarithmiques. Donc, la fonction logarithmique, c'est la fonction inverse des fonctions exponentielles. Donc, je m'explique. On peut se retrouver, par exemple, dans la situation, on a l'équation 2 exposant x est égal à 8. Donc là, je me pose la question, je veux chercher le x ici. Essentiellement, c'est comme quand j'ai l'équation, si j'avais 2x est égal à 8, je veux savoir la valeur du x là. Mais là, j'ai les outils pour le faire. Je suis capable de diviser par 2 de chaque côté. Et finalement, ça me donne 4. De ce côté-là, j'ai x. Je sais que x est égal à 4. Donc ça, on est déjà capable de le faire. Ici, par contre, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas diviser par 2 de chaque côté. Ça ne m'avance pas vraiment. Je peux le trouver dans ma tête. Je peux faire, par exemple, 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 2 fois 2, c'est 4 fois 2, c'est 8. Donc là, j'ai trouvé la valeur de mon x ici. Je l'ai trouvé à tantôt par essai-erreur. Ça marche parce que c'est des beaux chiffres. Donc, ça me prend un outil. C'est pour ça que les logarithmes ont été inventés. Je pourrais prendre un autre exemple d'équation similaire, mais si j'ai 3 exposant quelque chose, me donne 9. Donc, en fait, ici, on reconnaît une fonction exponentielle. C'est juste un commentaire. Et ici, je veux savoir qu'est-ce que je peux mettre. 3 exposant quoi me donne 9. Ben, la réponse, bien évidemment, c'est 2. Donc, on a trouvé 2. Mais là, on veut être capable d'isoler ça. Donc, la fonction logarithmique, en fait, c'est ce qui nous donne
exactement la réponse. Comment c'est défini? C'est log en base 2. Ici, j'insère quelque chose et ça va me recracher une réponse. Et la réponse que ça va me donner ici, c'est l'exposant que je cherche. Je vais effacer un petit peu, je vais laisser mon carré. Donc 2, ici je cherche qu'est-ce que je dois mettre dans mon exposant pour obtenir 8. Et donc ici, log en base 2 de 8, ça va me redonner exactement, en fait, qu'est-ce que je dois mettre à 2 pour que ce soit égal à 8. Ben, qu'est-ce que je dois mettre exposant 2 pour que ce soit égal à 8? La réponse, on l'a calculée, c'est 3. Donc, log en base 2 de 8, c'est égal à 3. Là, on peut s'imaginer qu'on refait la même discussion, mais mettons que je vous avais donné plutôt ça ici. Log est égal à, juste pour compliquer les choses, 7. À ce moment-là, vous n'êtes pas capable de trouver par tâton-erreur, à moins que vous soyez extrêmement patient. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre, on applique la fonction log de chaque côté. En fait, la réponse, ça va être log en base 2 de 7. Ça va me donner un chiffre. Je vais voir si je ne peux pas le calculer avec ma calculatrice ici. Donnez-moi un petit instant. Donc, vous avez une fonction sur votre calculatrice, vous êtes attentif, là, où est-ce que vous pouvez choisir la base ici, puis choisir qu'est-ce que vous mettez dedans. Donc, moi, j'ai trouvé que ça me donnait 2,873 et ça continue. Donc, on voit que c'est proche de 3. Fait que 2 exposant 3, ça donne 8. 2 exposant 2,80, ça me donne juste un petit peu plus petit que 8. Donc ça, c'est la fonction log et on peut en faire une fonction. Donc je vais maintenant, après tout ce blabla, je vous donne peut-être un peu plus formellement la fonction qu'on va considérer. En fait, ça va être log en base a de x. Donc c'est une fonction, c'est une boîte. Tu lui donnes des x et qu'est-ce qu'elle recrache? Elle recrache log en base a de x. Donc le a ici ne bouge pas, il est fixé à l'avance. Et ça donne toujours un chiffre. Donc on peut aller voir de quoi ça a l'air sur un graphique peut-être. Ouais, je pense qu'on est rendu là. Donc allons-y. Je vais écrire log. Je ne sais pas comment écrire base. Ici, pour écrire la base, j'ai fait une barre de soulignement. Donc, shift, puis là, moi, c'est le petit tiret, mais pour faire la barre de soulignement, donc vous voyez, là, ça me fait descendre en bas. Fait que là, je peux écrire ici. Puis je vais écrire encore A. Avec un peu de chance, il va me laisser faire un curseur. Log en base A de X. Donc, ajouter un curseur, je pèse sur A. Donc, en base, A est égal à 0, à 1, j'ai rien qui apparaît ici. On va essayer différentes grandeurs. Oups. Fait que là, j'ai un graphique. Donc, en 1.1, ça me donne cette belle courbe-là. Je vais zoomer out un peu. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On a l'impression peut-être qu'il y a un asymptote. On va voir. En fait, je sais qu'il n'y a pas d'asymptote. Regardez, c'est croissant. Prenez par exemple la ligne qui est juste là en haut. Éventuellement, elle va la dépasser. Donc, c'est pas un gros taux de croissance, mais vous voyez, elle a dépassé. Puis vous regardez la ligne en haut là. Si vous attendez encore un petit peu, elle va la dépasser. Donc, je vais zoomer out. Éventuellement, ici, on l'a dépassé. Ou presque, on se rapproche. Donc, en fait, c'est toujours croissant, mais le taux de croissance est extrêmement lent. Mais si on donne des valeurs grandes, plus on donne des valeurs grandes, plus le logarithme va monter. Donc, ici, si je donne 1000, j'ai approximativement quelque chose qui est ça ici, ça va être 100. Donc, pour 1000, le log de 1000, c'est un petit peu plus petit que 100. Là, on est en base 1.1. Si je donnais des nombres suffisamment grands, je pourrais dépasser 400 et en fait, je peux dépasser n'importe quelle valeur. On va voir qu'est-ce qui se passe si j'ai, par exemple, base 2.
Donc le taux de croissance est encore plus lent, mais c'est croissant. Ici, on peut aller voir qu'est-ce qui se passe quand on se rapproche de 0. Ça, c'est une asymptote verticale. Donc, plus que je donne des valeurs qui sont proches de 0, plus j'ai des valeurs qui tendent vers moins l'infini. Donc, je vais peser dessus, il va être plus foncé. Donc, ça tend vers moins l'infini. Ça, c'est la fonction log. On va voir encore d'autres détails. Donc, ici, bouge. Ici, log en base 10. Donc, il n'y a pas des grandes variations. Oh, et là, si je donne des nombres entre 0 et 1, je ne voulais pas le montrer tout de suite, mais vous l'avez vu. Donc, ça, c'est log en base 1.1. Donc, on voit que c'est plus croissant. Et après ça, la croissance semble se stabiliser, mais c'est toujours croissant, bien que lentement. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ça descend vers l'infini. Et là, si je donne des valeurs entre 0 et 1, ça flippe de bord. Donc, c'est ce qu'on a ici. On a l'espèce d'effet miroir. Encore une fois, c'est juste parce que c'est un jeu de numérateur-dénominateur quand f prend des valeurs entre 0 et 1. Et si je mets des trucs négatifs, c'est pas défini. En fait, on voit même, je peux le dire tout de suite, le domaine de log, en fait, il exclut 0. Quand je mets log de 0, j'ai aucune valeur. Je peux m'approcher autant que je veux de 0. Donc, je peux mettre 0,0001, ça va me donner quelque chose d'extrêmement négatif, mais je ne peux pas donner 0 à la fonction log, c'est pas défini. Je peux même essayer de vous le prouver ici. Ah, ben, je pensais qu'il me donnerait un calcul, là, mais vous voyez pourquoi le logarithme de 0 n'est pas défini. Donc, c'est la première question. Ouais. En fait, on va peut-être aller répondre à cette question-là nous-mêmes. Domaine. Ah, je vais juste écrire dom. Donc, le domaine de logarithme, en fait, ça va être R. Ici, je vais utiliser deux notations. R plus pour dire les positifs, privé de 0. S'il y en a qui préfèrent la notation suivante, c'est tout à fait équivalent. Donc, 0 exclu à cause que je l'exclus ici, jusqu'à plus l'infini. Ici, en haut, je reviens en arrière, je suis désolé. Je pense qu'on n'avait pas donné le domaine. Je l'ai dit verbalement de mémoire. Je vais l'écrire ici. En fait, vu qu'on s'intéresse juste au domaine de E exponentielle, donc domaine de la fonction exponentielle, en fait, c'est R au complet. On peut faire E exposant n'importe quoi ici et ça va être bien défini. Donc, déjà là, en fait, ça aussi j'avais passé, mais ça implique que E à la x continue sur tout R. À cause que c'est une fonction usuelle non définie par partie, elle est continue sur son domaine. Son domaine, c'est R, donc la fonction E à la x, elle est continue partout sur R. On revient à nos moutons ici. On a le domaine. Puis en fait, si on s'intéresse à pourquoi qu'on ne peut pas donner des valeurs, on ne peut pas mettre 0 à notre fonction, il suffit de revenir à la définition. C'est quoi le logarithme? Donc, log, je vais prendre un cas concret, en base 2 par exemple, de 0, ça te redonne un nombre. Ça te redonne quel nombre? Ça te redonne le nombre que 2 exposant quelque chose est égal à 0. Ça, c'est le quelque chose qui va là. C'est la réponse. C'est quand je mets 0 dans la fonction log en base 2, ça me redonne un nombre et ça me donne le nombre auquel je dois élever 2 pour avoir 0. Et il n'y a aucun nombre qui satisfait ce critère-là. Parce qu'on a vu tantôt avec les limites,
Si je mets 2 de quelque chose positif, 2 exposant 3, ça va être égal à 8, ça va être grand. Si je mets 2 exposant moins 1000, ça va être 1 sur 2 à la 1000. Ça risque d'être extrêmement petit, mais ça va quand même être plus grand que 0. Donc, en fait, c'est ça si on retourne au graphe. Ici, les deux, peu importe si A est plus grand que 1 ou entre 0 et 1, dans les deux cas, ça tend vers 0. 0 est un asymptote horizontal, donc, mais on n'atteint jamais le 0. On fait juste toujours devenir de plus en plus proche de 0. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire que la réponse ici, ça serait infini. Ici, ça devrait nous recracher infini. En fait, c'est ce qu'on voit sur le graphe moins infini. Donc, d'une certaine façon, 2 exposant moins infini, c'est égal à 0. Je mets tout ça en guillemets parce que ça n'a pas de sens de mettre un moins infini, mais ça vous dit quand même qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est pour ça que log, en fait, ici, on peut mettre une belle limite. On va calculer. La limite quand x tend vers 0 par la gauche, donc en étant plus grand que 0, de log en base a de x, ça c'est égal à moins l'infini. Et là, l'observation, c'est la suivante, c'est ce qu'on vient de faire. C'est de dire que quand x tend vers 0, on veut savoir 2 exposant quoi donne quelque chose qui est proche de 0. Ben, c'est 2 exposant des valeurs de plus en plus négatives. Et en fait, ici, il faudrait que je précise, ça c'est avec A positif. En fait, A plus grand que 1. Sinon, on avait vu que le graphique il flippait de bord. Et ça, c'est pas mal tout ce que je veux que vous sachiez sur la fonction logarithmique. Donc, c'était un petit retour. Dans le manuel, ils vous font faire plein d'exercices de ce genre-là. Isoler les trucs. Les logs aussi ont toutes sortes de propriétés, lesquelles je vais passer, mais ceux qui continuent à faire des maths, même les économistes qui vont en faire, mais pas autant que les mathématiciens, vous allez avoir besoin de savoir ça. On a toutes sortes de propriétés. Log de A plus B, ça donne quelque chose. Log de A fois B. En fait, log de A plus B, ça fait rien. Mais log de A fois B, c'est égal à log de A plus log de B. Et on a toutes sortes de propriétés, un peu comme celle-ci ici, qui nous sont utiles. Et là, je pourrais vous faire mélanger tout ça là, avec des dérivés. Mais c'est ça, on ne s'embarquera pas là-dedans, on ne fera pas ça. Donc, ici, je ne vous demanderai pas de maîtriser sur le bout des doigts les propriétés des logs, quoique ceux qui ont le temps, ceux qui veulent, ceux qui pensent continuer dans leurs études, avoir besoin de cette fonction-là, c'est une fonction qui est très belle, qui est très utile et qu'il faut savoir maîtriser. Dernier commentaire, un petit peu comme on a fait avec les fonctions exponentielles, on va juste considérer un type de fonction logarithmique et on peut choisir une base. Nous allons considérer les fonctions logarithmiques que pour le choix de base A est égal à E. Donc, c'est presque la même chose. Au final, ça revient à dire qu'on prend la fonction log base E de x. Donc, la question qu'on se pose, en fait, le nombre que ça nous redonne ici, c'est toujours E exposant quoi est égal à la valeur de x qu'on donne. Donc, si je donne log en base E de, on va dire, pi, c'est possible. On va même le calculer pour le plaisir. En fait, ce que je veux savoir, c'est
E exposant quoi va me donner pi. Et là, on peut aller voir avec ma calculatrice. Soudainement, je me sens niaiseux de l'avoir calculé avec une calculatrice parce que c'est un truc très très classique. Mais, ok, non, c'est ça, j'ai mal rentré. Donc, ici, ben, c'est pas une super belle réponse. Mais ça, c'est égal à 1. Au moins, je me sens moins niaiseux. Je pensais que... Parce qu'il y a des équations qui font intervenir ça. Et, bon, c'est ça là. Donc ici, ça c'est un exemple classique. Et là, ce que je voulais dire de plus important, c'est que au lieu de noter toujours log en base E, il y a deux façons de le faire. Il y en a qui vont dire, ok, si j'écris log de x et que je ne dis pas la base ici, je ne la mets pas. Ce que c'est simplement que c'est E et c'est tacite. Donc, tout le monde le sait. Il y a une autre convention qui dit que si, en fait, on va noter ln. Donc ça, c'est un L. C'est mon L à moi. Vous pouvez noter ln si vous préférez. Donc, ça, c'est logarithme népérien d'un mathématicien qui s'appelle, je ne sais pas si je vais martyriser son nom, il s'appelle Népère, et il a travaillé vraiment fort dans les logarithmes. Il a fait, parce qu'aujourd'hui, on a des calculatrices, là, calculer log de pi en base E. Si vous auriez voulu faire ça dans les années 1800, même au début des années 1900, je crois, vous auriez travaillé fort. Vous auriez pu peut-être trouver une approximation, mais c'est pas des calculs faciles. On peut pas juste isoler facilement E à la x. Si vous voulez isoler x dans cette équation-là pour trouver la valeur de x qui fait en sorte que l'équation soit vraie, c'est vraiment pas évident. Donc, Népère a travaillé fort dans ce domaine-là. Et il y a un logarithme qui porte son nom en son honneur. On va le noter ln. Et moi, c'est lui que je vais prendre. Donc, dans le cours, ça va être ln de x. En fait, ça va juste faire référence à log en base E. Donc, on va travailler simplement avec ce logarithme-là. Et je ne vais pas vous faire suer avec toutes sortes de tours de passe-passe. Il y a des exercices, je pense, des fois de changement de base. Parce que tu peux avoir log en base A de x, et là, soudainement, tu voudrais trouver une autre base. Tu pourrais, par exemple, t'intéresser à différentes bases, donc log en base b de x, et là, tu peux avoir des changements de base si jamais tu décides. Donc, tout ça, c'est des exercices que vous avez peut-être sûrement déjà fait dans votre carrière de mathématiques avant. Ça vaut la peine de maîtriser ces changements-là si vous êtes dans un domaine où vous allez utiliser ça. Mais celui-ci, il va être suffisant pour le cours. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Donc, ouais, ben en fait, peut-être j'insiste là. Donc, dans le fond, on va considérer cette fonction-là. Le domaine de ln de x, c'est égal, on le dit, à tous les nombres positifs sauf 0. Et ça implique que ln de x, elle est continue sur son domaine. Donc, je vais le noter comme ça ici. C'est la même chose. Ça, R+. Ouais, c'est pas mal ça à savoir. Et là, c'est ça, je vous poserai pas des questions là, de toutes sortes, mais le genre de choses qu'il peut avoir, c'est euh, par exemple, je vous donne la fonction x au carré fois ln de x. Et là, je vous dis quel est le domaine, déterminer le domaine de cette fonction-là. Donc, pour savoir le domaine de cette fonction-là, en fait, un peu comme avec, dans le fond, on ne veut pas des négatifs sous la racine.
on ne veut pas des zéros sous les dénominateurs. Et bien là, en fait, on ne veut pas de log négatif. Donc, 0. Donc, ln, on ne veut pas mettre de 0 dans le ln. En fait, on ne veut pas mettre de nombre négatif non plus. Donc, c'est presque comme les racines. Racine de 0, c'est bien défini parce qu'on se demande quel nombre multiplié avec lui-même donne 0. Donc, ça, c'est égal à 0. ln de 0, ça, c'est pas bien défini. Donc, en fait, quand on a des... Par exemple, je vais répondre à cette question-là, là, mais c'est le seul exercice qu'on va faire ensemble. Il n'y en aura pas d'autres. Je le fais pour votre culture générale. Donc, le domaine de cette fonction-là, x est défini partout, x au carré, donc ça, il n'y a pas de problème. La seule chose qu'il faut s'inquiéter, c'est qu'on ne veut pas donner à manger des nombres plus petits ou égal à 0. Donc, le domaine de cette fonction-là, en fait, c'est le même que le domaine de ln. Donc, on ne pourrait pas avoir... en fait, c'est égal à r plus privé de 0. Et là, on aurait pu vous inventer toutes sortes de questions tordues avec ln de x plus 1, puis même mettre ln de x au carré plus 4. Puis là, à fait ça, ce qu'il faut faire, il faut savoir que tout ce qui est là-dedans, ça doit être strictement positif. Il faut s'arranger pour, après ça, que x au carré plus 4, ça soit plus grand que 0. Donc là, après ça, il faut trouver les intervalles de R où cette condition-là ici, elle est respectée. Donc ça, je ne vais pas vous le faire faire. Donc j'ai décidé que, je pense que vous avez déjà travaillé fort en masse, et je pense pas que c'est pertinent de le faire. Alors, si vous savez que le domaine de ln de x, non, si vous retenez que le domaine de ln, c'est les positifs, qu'on ne peut pas donner 0 et ni des nombres négatifs, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Finalement, les fonctions trigonométriques. Eux autres aussi sont très très importantes. Donc, on achève. Et je vais juste vous en donner deux, trigonométriques, parce qu'essentiellement, toutes les fonctions trigonométriques reposent sur deux fonctions, et c'est la fonction cosinus de x et la fonction sinus de x. Donc, ces deux fonctions, et je vous résume vraiment rapidement qu'est-ce que ça fait. On va prendre ici, je pense que je peux faire un cercle. Ouais. En fait, je vais vouloir un peu plus grand. OK. Donc ça, c'est un cercle unité. Cercle unité, ça veut dire que c'est un cercle de rayon 1. Et centré à l'origine. Donc son centre, c'est 0 ici. Donc à chaque fois que, si je prends ce point-là, par exemple, ça c'est un point P. En fait, c'est un point dans le plan cartésien XY. Ça me fait penser que je n'ai pas mis mes axes ici. La distance par rapport à l'origine, ça ici, c'est égal à 1. Parce que c'est un cercle, c'est tous les points à égale distance d'un centre. Le centre, c'est 0. Et la distance ici, c'est 1. Donc, tous les points qui sont sur le cercle sont à distance 1 de l'origine. Et là, la fonction cosinus et sinus sont définies comment? Si je prends un point ici, après ça, je peux mettre sa coordonnée en x. Attends, je vais faire ça ici. X, Y. La coordonnée en x, si je la mets là, c'est ça. Ça, c'est son x. C'est la partie en orange là. Et la coordonnée en y, c'est ici. Ça, c'est son y. Donc, c'est la partie là.
En fait, je peux juste faire une translation, puis apporter la barre que j'ai faite là en rose. Je pourrais la mettre ici. Donc, une fois que j'ai fait ça, je me retrouve avec X ici. Je me retrouve avec Y là. Ça, je sais que c'est de rayon 1 parce que c'est un point qui est sur le cercle unité. Ici, ça c'est en angle droit. C'est un angle droit. Donc, je vais le dessiner là. Je vais le faire ici aussi. C'est un angle de 90 degrés parce qu'essentiellement, ici, mes deux axes, ça c'est 90 degrés. Et j'ai juste fait une translation. J'ai pris cette barre rose-là. Je l'ai tassée par là, mais sans changer son angle. Donc, j'ai préservé l'angle ici. Donc, on a un angle de 90 degrés. Là, il faut se rappeler un peu les triangles rectangles, comment ça marche. Donc, je vous fais ça vraiment rapidement. Mais essentiellement, je sais pas si on avait une phrase mnémotechnique, c'était Sokatoa. Je sais pas s'il y en a qui en ont d'autres. Donc, ça ici, ça veut dire... ici... Ouais, c'est ça. Donc, ici, je vais prendre des crayons de couleur. Ça veut dire que S, c'est pour sinus de X est égal à opposé sur adjacent. Donc ça, c'est... Ah non, c'est pas sinus de X, c'est sinus de θ. Donc j'ai un angle vert. On va y aller en vert. Ça, c'est l'angle ici. Donc l'angle de θ, c'est égal à quoi? C'est égal à opposé, qui est mon Y. C'est le côté opposé à mon angle. Sur hypoténuse. Donc l'hypoténuse, ici, vu qu'on est dans un triangle avec l'hypoténuse qui est égale à 1, c'est tout simplement 1. Donc c'est égal à Y. Et ici, j'ai sinus, fait cosinus, pardon. Cosinus de θ. Je vais aller voir l'acronyme. SOCA. Donc ça, c'est CA. C, c'est cosinus. Le A ici, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc, adjacent, le côté adjacent, mon angle θ, c'est mon X. Donc ici, j'ai adjacent sur hypoténuse qui est 1. Ah, je voulais le faire en rouge pour être cohérent. Donc, on avait dit opposé qui est X sur adjacent qui est 1. Et ça, c'est rien d'autre que X. Mais ici, X, c'est quoi? C'est la longueur, c'est la distance par rapport en X par rapport à l'origine. Donc ça, c'est juste ça les fonctions cos et sinus. Il n'y a rien d'autre. Puis attends, je vais faire rapidement la fonction tangente puisque on a le TOA là, mais on ne va pas l'étudier de façon explicite. Donc, ici, la tangente de mon angle θ, en fait, c'est O c'est pour opposé, A pour adjacent, donc c'est X. Non, opposé c'est le Y, ça c'est le côté opposé à mon angle. Donc, c'est égal à X sur Y. Mais c'est ça, ça ici, vous pouvez l'oublier. Donc, je vais même l'effacer. Là, pourquoi qu'on disait toute cette discussion-là? C'est qu'on s'intéresse, en fait, juste à comprendre d'où ils viennent géométriquement, parce que c'est plus intéressant de manipuler des fonctions si on a une idée de leur comportement. Donc, en fait, comment que moi je retiens cos et sin, c'est qu'à chaque fois que je prends un point, je vais l'écrire même en mots. À chaque fois que je prends un point sur mon cercle, je vais l'appeler...
En fait, il y a une notation en mathématiques, je vais vous l'introduire. S1, c'est une notation avancée, mais ça veut juste dire que c'est un cercle de rayon 1 centré à l'origine. À chaque point de S1, cos de x me donne sa coordonnée en x. Ici, j'ai... faut que je fasse attention. Il manque un élément là qu'il faut qu'on discute rapidement avant. En X, c'est orange. Donc, je vais réécrire ça ici. À chaque point de S1, sin de θ, je vais l'écrire en vert dans 2 secondes, me donne sa coordonnée en Y. Donc, il faut encore examiner qu'est-ce que je veux dire par ça. Pensez que vous êtes sur le cercle et le cercle, on peut le décrire un point sur le cercle. Donc, si je prends ce point-là, par exemple, j'ai besoin de 2 coordonnées. Je te donne, parce que je suis dans le plan, donc je te donne un X, un Y. Et là, je sais t'es où dans le plan cartésien. Donc, si je te donne, par exemple, le point 0, 1, tu veux savoir t'es où, tu vas en 0 ici. Après ça, tu montes de 1 et tu te retrouves ici. Ça, c'est le point 0, 1. OK, ça, je vous ai rien appris. Tant mieux. Par contre, ce que je peux peut-être vous apprendre, c'est que le cercle, si je veux savoir je suis où sur le cercle, je peux juste te donner un angle θ tout simplement entre 0 et là, je vais dire 360 pour le moment, mais rapidement, on va laisser tomber les degrés. Donc, si je te donne un degré, ici, mettons, je te dis je suis à degré 0. Ben, tu sais que je suis là parce que je suis sur le cercle unité, mais je suis à l'angle 0. Donc, mon angle, ça c'est angle 0. Peut-être le plus simple, c'est si, après ça, je prends un autre exemple. Donc, si je prends θ est égal à 90 degrés, puis tu veux savoir je suis où, peut-être que je fais un petit peu de ménage. Oh, je ne voulais pas enlever ça. Fait, je vais enlever ce qui est à l'intérieur ici. Ça commence à être un peu crowded. Désolé pour l'anglicisme. Ah, je ne peux pas enlever ça. Donc, on va enlever ça. 90 degrés. Ben, en fait, c'est pas mal l'exemple qu'on avait. Donc, je suis ici. Puis en fait, tout ce que j'ai fait, c'est que les angles, on les mesure comme ça. Donc, c'est anti-horaire si vous y pensez vraiment. Une horloge, ça tourne dans ce sens-là. Donc, c'est le sens anti-horaire. C'est le sens qui est le plus naturel en mathématiques. Il faut s'y habituer. Donc, ici, en fait, ça, c'est 45 degrés, pardon. On va y aller à 45. On va toutes les faire. Donc, 45 degrés. Donc, si je te dis tourne de 45 degrés et je suis sur le cercle unité, tu vas être capable de me trouver ici. Ça, c'est 45 degrés. Donc, θ est égal à 45 degrés. Après ça, en fait, on va faire celui que je voulais faire, 90 degrés. Si tu continues à tourner en sens anti-horaire jusqu'à ce que tu aies parcouru 90 degrés, tu vas me retrouver ici. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que si je suis sur le cercle unité, tu as juste besoin de savoir à quel angle que je me trouve entre 0 et 360 et tu vas savoir où je suis sur le cercle. On fait un dernier exemple. Mettons, je te dis que je suis à 315 degrés sur le cercle unité. Donc, tu commences ici. Ça, c'est 0 degré parce que c'est une ligne droite. Là, tu parcours le cercle. 45 degrés, 90 degrés. Finalement, tu arrives à 180 degrés. Tu continues. Tu arrives à 270 degrés. Tu continues. Et là, je ne sais pas c'est où exactement. Ici, c'est 360.
en fait, 0 et 360, c'est la même position sur le cercle. C'est exactement au bout ici. 315, ça doit être à peu près au milieu ici. Donc, on va réfléchir un peu. Ça, je sais que c'est 270 plus 45 degrés plus 55 degrés. Donc, c'est vraiment un estimé grossier. Mais ça serait ma position à 315 degrés. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est laisser tomber les degrés. Je sais qu'on est plus familier avec ça. On travaille avec des radians. Donc, l'unité, c'est rad pour radian. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que, je vais vous l'écrire ici en pause. Donc, la convention, c'est 2pi, c'est égal à 360 degrés. Pi, c'est égal à 180 degrés. Pi sur 2, c'est égal à 90 degrés. Pi sur 4, c'est égal à 45 degrés. Donc, ça ici, c'est en radians. Donc, ici, il faudrait que je mette l'unité. Là, je l'ai omis. Donc, ici, c'est pi radian, c'est égal à 180. Donc, il y a des radians de chaque côté. Quand vous travaillez avec une calculatrice, faites toujours certain si ça est en mode radian ou degré. Là, il y a une option. Je pense que vous avez déjà joué avec ça avant. Vous pouvez avoir des mauvaises réponses. Donc, en fait, mais encore une fois, c'est ça. Il y a toute une section dans le manuel où on vous apprend à vous familiariser avec l'histoire des pi ici. Puis, ceux qui continuent à faire des mathématiques, éventuellement, il faut que ça soit naturel. Là, si je vous dis 3/4 de pi ou des trucs comme ça, de savoir où vous êtes situé à peu près où dans le cercle. Mais ici, dans notre histoire, c'est que si je te donne un angle, essentiellement, c'est comme si je te donnais un point du cercle. Donc, je te donne un angle. Et là, cos, il me donne sa coordonnée en x tout simplement. Et sin me donne sa coordonnée en y. Donc, je fais un exemple vraiment simple. En fait, peut-être deux exemples simples. Mais par exemple, sin de, on va prendre justement pi. Je veux savoir, puis enfin, on va faire les deux. Cos de pi, c'est quoi? Donc ça, on veut savoir qu'est-ce que c'est. À fond, c'est une fonction. Je peux lui donner des nombres réels et elle me recrache un nombre. Mais comment que la fonction sin, elle est définie et la fonction cos aussi? C'est ce qu'on veut savoir. Et avec la règle de calcul que je viens de vous mettre en haut ici, on l'a. Donc ici, sin de pi, c'est la coordonnée en y de mon point qui est sur le cercle unité. Donc, pi, il faut juste que je le trouve. Ici, je peux utiliser ma table de conversion. Pi, c'est égal à 180. Donc, ici, encore une fois, mon tableau commence à être assez plein, mais peut-être on n'a pas de rouge. Donc, 180 degrés, c'est ici, parce que je commence là. Ici, j'ai fait 0 degrés, j'en ai fait 45. Là, j'en ai parcouru 90. Quand j'arrive ici, j'ai fait pi radian. Donc, en fait, je me situe au point là. Et là, je suis sur le cercle unité. Donc, en fait, ça, je sais que ce point-là, c'est le point -1, 0. La coordonnée en Y, c'est 0, parce que je suis sur l'axe des abscisses. Et ici, je sais que c'est en X, c'est -1, parce que je suis sur le cercle unité à ce point-là. Donc là, je peux aller chercher ces valeurs-là ici. Finalement, je sais c'est quoi. Sin de pi, ça va être égal à 0. Et cos de pi, ça va être égal à -1. Ça me recrache les coordonnées. Ouais. Peut-être un autre exemple encore pour faire certain qu'on a vraiment bien compris. On peut prendre sin. Ici, on va faire un peut-être plus le fun. Sin de pi sur 4.
cos de pi sur 4. Donc, pi sur 4, ici, dans ma table de conversion, c'est 45 degrés. Donc, ce que je veux faire, en fait, il est déjà là. Je parcours ici, je monte jusqu'à avoir fait 45 degrés ou pi sur 4 radians. C'est pareil comme utiliser les Celsius ou les Fahrenheit, c'est des unités de mesure, il faut juste faire la conversion. Ici, donc, j'ai pas besoin de faire ça. Le point qui est exactement là, en fait, il faut savoir c'est quoi. C'est quoi les coordonnées? Tantôt, j'ai été chanceux. Lui, j'ai été capable de le définir relativement facilement. Ici, ça me prend le cercle unité. Donc, éventuellement, on les connaît par cœur. Ce qu'on peut faire, c'est j'écris trig circle. Je vais aller dans images. Et là, il y a plein de belles images. Je pense que celui-ci a l'air bien. Je clique dessus. Donc, ici, on voit, on confirme que pi 180 degrés, c'est bien la coordonnée moins 1, 0. Ici, si on s'en va à 45 degrés, c'est-à-dire pi sur 4, on a que le x et le y vaut racine de 2 sur 2. Donc, on a notre réponse. C'est de même qu'on interprète tous ces points-là, c'est les coordonnées dans le plan cartésien selon l'angle qu'on a parcouru. Donc, je reviens ici. On a notre réponse. En fait, je vais l'écrire en rouge et après, je vais l'écrire en bas. Donc, les coordonnées de ce point-là, c'est racine de 2 sur 2, racine de 2 sur 2. Donc, la valeur de sin de pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Et de même pour cos de pi sur 4. Donc, là, je fais tout ça avec vous autres parce que je pense que c'est important d'avoir un bon sentiment de comprendre les fonctions trigonométriques. Et dans le manuel, si vous voulez, il y a plus d'étapes. Il y a même des super beaux graphiques où est-ce qu'on vous montre exactement comment faire ça, là, comment ça se fait. Donc, à lire, ceux qui veulent en savoir plus, vous pouvez lire le manuel pour les fonctions trigonométriques. Et là, il y a toutes sortes d'autres fonctions trigonométriques. Il y a des fonctions trigonométriques. Vous allez voir sécante, vous allez voir tan, vous allez voir en fait les fonctions trigonométriques inverses, donc arc, cosinus. Il y en a qui vont se dire arc, j'aime pas ces fonctions-là. Arc, tangente. Des fois, on change les arcs. Des fois, on va noter cos-1 sur vos calculatrices. On va souvent les trouver comme ça. Sécante aussi. On a arc sécante. Donc, on a plein de fonctions. Puis là, on a même cosécante. En fait, toutes ces fonctions-là sont définies à partir de sin et de cos. Donc, ça, c'est les blocs de construction pour toutes les autres fonctions trigonométriques. Donc, si on connaît bien comment eux se comportent, on peut ultimement comprendre le comportement des autres fonctions. C'est pourquoi que dans notre cours condensé, parce qu'on a perdu 2 semaines, je vais m'en tenir simplement à vous faire comprendre sin et cos. La fonction tan est extrêmement importante, c'est peut-être la troisième plus importante. Mais en fait, comment elle est définie? Je l'écris ici en rose. Tan de x, en fait, c'est égal à sinus de x divisé par cos de x. Donc, vous voyez que c'est vraiment juste un quotient, un ratio de fonctions trigonométriques. Et là, en fait, ici, on utilise la notation θ pour les angles. Θ, c'est quelque chose qui vit dans les réels. Donc, je peux donner à manger à ma fonction. Je peux l'appeler x aussi, je ne suis pas obligé de l'appeler. Là, je n'ai pas appelé x dans l'histoire parce que x, il fait référence à notre coordonnée. Mais je peux très bien écrire cosinus de x
Et ça sous-entend que c'est l'angle qu'on a parcouru. Si jamais je donnais quelque chose qui était plus grand que 360 degrés, par exemple, cos de 8, qu'est-ce que c'est? Ici, on sous-entend que 8 est en radians. Mais qu'est-ce qu'on va avoir fait? On va faire 8 radians. Non, je ne veux pas vous mélanger, fait que j'arrête là. C'est juste ça que je voulais dire. Donc, si vous voulez plus, vous allez lire dans le manuel. Ou encore, YouTube, vous écrivez fonction trigonométrique, vous allez avoir plein de beaux vidéos qui vous expliquent comment ces fonctions-là se comportent. Donc là, ce qu'on veut savoir, en fait, je tombe dans le creux de l'action, pour ceux qui s'étaient endormis avec toute cette discussion-là. À retenir, en fait, on s'inquiète, mais on s'interroge sur le domaine de cos et sin. On s'intéresse sur est-ce qu'ils sont continus. La meilleure façon de répondre à ces deux questions-là de façon intuitive, c'est simplement d'aller voir ici. Donc, on peut écrire cos de x, et là, on a un beau graphique en rouge. Donc, voici la fonction cos de x. Elle se comporte comme ça. Donc, ça l'oscille. Et la raison pourquoi ça l'oscille, c'est que quand je suis ici, si vous pensez, là, ça c'est 0. Donc, si je donne 0 à ma fonction cos, qu'est-ce qu'elle me redonne? Elle me redonne 1, parce que sur le cercle trigonométrique, je pense qu'il est juste à côté ici, si je donne 0 à ma fonction cos, en fait, elle me redonne la composante en x. Ça, c'est la composante en x quand je suis à l'angle 0, c'est 1. Parce que mon point sur le cercle il est à 0, 1, 1, 0 dans le plan cartésien. Donc, ici, ça vaut 0. Puis là, au fur et à mesure que, mettons, j'y donne des valeurs de plus en plus grandes, ici, le x diminue. Si j'y donne, par exemple, pi sur 4 à ma fonction cos, regardez le x, il est là ici, il est plus petit. Ça, c'est x égale 1. Ça, c'est x est égal 0 ici. En fait, ça, c'est x est égal à racine de 2. X est égal à 1/2, c'est là. Donc ici, je suis exactement au milieu de mon dessin. Donc, ici, on pourrait être curieux d'aller voir 1/2. Quand est-ce qu'on a 1/2? 1/2, c'est ici. Et on voit que si je donne un petit peu plus grand que 1, ça me donne 1/2. Et ça correspond, là, il faudrait faire la conversion, mais c'est à peu près ça. C'est pi sur 3. Enfin, on peut voir ici, j'ai ma calculatrice. Pi divisé par 3, c'est égal à 1,04. Et ici, pi sur 3, dans le fond, je donne pi sur 3 à ma fonction cos, ça me recrache 1/2. Et pi sur 3 en numérique, c'est 1,04. Et si je mets 1,04 ici, ça me redonne effectivement 1/2. Donc 1/2, c'est juste là. Et en dessous ici, c'est 1,04. Donc, j'essaie juste de faire ça pour vous aider à comprendre la fonction. Si c'est trop de détails pour vous ou ça ne vous intéresse pas, vous pouvez tout simplement retenir que la fonction cosinus, c'est une belle fonction qui oscille. Donc, aussi loin qu'on va, elle oscille. On appelle ça une fonction périodique. Ça veut dire qu'elle revient toujours sur elle-même. À date, les fonctions qu'on a vues ont des comportements différents, mais je veux dire, chaque section de leur domaine, ils ne se comportent pas de la même façon. Ici, son comportement se répète. Donc, c'est ce que ça veut dire périodique. Et finalement, sinus, je ne vais pas la faire aussi en détail, on va juste la regarder. Si vous regardez, c'est presque la même chose. Ça, c'est la fonction sinus en noir ici. C'est assez intéressant. C'est juste une translation. Je pourrais quasiment prendre ce graphe-là, j'aurais le goût, là, si je peux le tasser, j'arrive ici, je pourrais mettre les deux graphes un par-dessus l'autre. En fait,
juste remarquer, qu'est-ce que j'ai en 0? J'ai 0. Et la raison, c'est que c'est quoi la coordonnée en Y quand je me situe à l'angle 0? La coordonnée en Y quand je me situe à l'angle 0, c'est effectivement 0 parce que j'ai aucune hauteur. J'ai 0 hauteur. Et juste pour en faire un pour s'assurer qu'on n'est pas fou, si je suis à pi sur 2, donc sin de pi sur 2, ça va me redonner ma hauteur quand j'ai parcouru pi sur 2, donc 90 degrés, et ma hauteur c'est 1. Donc on va aller voir ici à pi sur 2, je pense que je l'ai même vu. Regardez, pi sur 2, 1, il est juste là. Ça veut dire que le plus haut que je peux atteindre, c'est effectivement le point 1. Oups. Et je l'atteins très précisément à pi sur 2. Pi sur 2, on peut voir c'est quoi ici, juste pour le fun. Ça nous donne 1,57. Et effectivement, ici, on regarde en dessous, c'est pas mal ça, 1,57. Donc, quand j'ai parcouru 1,57 radia, dans le fond, je tourne comme ça sur mon cercle trigonométrique, c'est à quelle hauteur que je me situe par rapport à l'axe des x. Et je me situe à exactement la hauteur 1. Et ça a C et ça continue. Donc ça, c'est la fonction sinus. Donc c'est pas mal tout ce qu'il y a à savoir pour ces fonctions-là. Même si vous voulez mettre de côté toute l'interprétation géométrique dont je viens de faire partie, c'est correct. Il faut juste savoir les dérivés. Donc, domaine de sin et x, on a la réponse. Je vais l'écrire comme ça. Domaine de cos de x, c'est égal à r. C'est défini partout. On n'a pas vu aucun trou dans le domaine. Donc là, j'utilise juste comme on faisait au début, là, on regarde le graphe d'une fonction et on voit que, dans le fond, ça c'est la fonction. Elle oscille et à tous les points, ici, je suis capable de trouver un point au-dessus et un seul. Et je peux faire ça pour n'importe quel x de r. Donc, de façon intuitive, c'est ça. Et continu, ben là, maintenant qu'on sait leur domaine, ils sont continus sur leur domaine. Donc, sur leur domaine. Donc, sur R. Ok, là je pense que la vidéo elle a duré un certain temps. J'ai terminé, là, si on remonte en haut, mon chapitre que je voulais faire sur présenter brièvement, finalement c'était pas si bref que ça, mais imaginez-vous que ça pourrait être encore plus long. Présenter brièvement les fonctions transcendantes, ça c'est fait. Et là, je vais m'attaquer à la deuxième partie ici, règles de dérivation. Je vais faire ça dans une autre vidéo. Donc, on se revoit.